Et on va poursuivre notre colloque avec cette fois-ci l'intervention tant attendue d'un grand témoin. Et je l'accueille tout de suite. Nous avons le plaisir d'avoir Dominique Bussereau, président de la conférence Ambition France Transport et ancien ministre, qui arrive et... qui salue Rachel Picard, qui a été citée à plusieurs reprises. Vous aurez le temps par la suite, oui, forcément il y aura des discussions. Installez-vous, je vous propose de vous installer. Et, alors, on en a parlé depuis ce matin, de la conférence Ambition France Transport. Vous en êtes le président, donc vous êtes la meilleure personne qui pourra en parler. Les résultats, les enseignements que vous tirez de cette conférence, globalement. D'abord, merci à l'AFRA de son invitation. Merci à vous. Pardonnez-moi si je commets quelques lapsus ou quelques fautes de français. Je suis descendu de à peine 3 heures d'un avion de Montréal où j'étais allé présenter aux autorités québécoises la conférence Ambition France Transport. Donc je suis un peu en absence de sommeil et jet-lagué. Voilà, donc je prends mes précautions d'abord. Si vous voulez, la conférence, ce qui est intéressant, c'est la forme et le fond. D'abord, la forme, ce n'est pas une conférence du ministère des Transports. C'est une conférence gouvernementale voulue par le ministre des Transports, Philippe Tabarot, portée par le Premier ministre, François Bayrou, et avec Bercy dans la préparation. C'est-à-dire qu'il y avait la direction de la législation fiscale, le Trésor, la DGFiP. On avait des rapporteurs dans tous les groupes de travail de l'inspection des finances et de la Cour des comptes. Voilà, donc ce n'est pas le ministère des Transports dans son coin, parce que sinon, on savait le résultat à la fin. Bercy nous aurait dit passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Donc c'est un travail gouvernemental, une bonne cohésion, à peu près 70-80 grands responsables du transport, dont beaucoup sont dans cette salle et je les remercie de leur participation, ont travaillé personnellement. Ils n'ont pas envoyé jeunes collaborateurs porteurs de notes, ils ont bossé personnellement et on a eu une cohésion politique, parce qu'il y avait 8 parlementaires de toute sensibilité qui ont travaillé ensemble et qui ont dit les mêmes choses. Cohésion entre les modes de transport. Il n'y a pas eu l'affrontement classique entre la FNTR et Fret SNCF. Cohésion aussi, je dirais, de croyance dans l'avenir de la politique des transports. Et je termine là-dessus. On a affirmé 3 objectifs. 1, on ne peut pas faire de transition énergétique sans développer les transports publics et en particulier naturellement le mode ferroviaire. 2, c'est la cohésion sociale du pays qui est en cause et Dieu sait qu'en ce moment elle est difficile à mettre en œuvre. Et tertio, c'est la cohérence de l'aménagement du territoire. Alors qu'est-ce que ça va devenir Qu'est-ce que ça va devenir tout ça, sans remarquer qu'il y a une certaine forme d'instabilité politique et gouvernementale. On souhaitait nous déboucher sur une loi de programmation pluriannuelle. Ayant été ministre du budget, je me doutais que Bercy se coucherait en travers cet objectif, bien naturellement. Donc on a transigé avec un arbitrage du Premier ministre sur une loi cadre que pendant tout l'été, les équipes de Rodolphe et la DGITM ont travaillé, le cabinet de Philippe Tabarot. Donc ce texte est quasiment prêt. Il appartiendra à Philippe Tabarot, s'il est renommé, de venir le présenter devant le Parlement, si tant est qu'avec tous les problèmes politiques actuels, on trouve des créneaux au Parlement, ce qui n'est pas simple parce que la loi de finances va prendre du retard et donc va manger le calendrier de l'Assemblée et du Sénat. Et donc, voilà, la première chose, c'est de la cadre. Mais peut-être plus important, c'est l'état d'esprit. Ce que j'ai vécu pendant le Grenelle de l'environnement avec Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est-à-dire, même si après, il y a eu changement de gouvernement, changement de majorité, il s'était créé un état d'esprit voilà, qui a marqué les esprits pendant une dizaine, quinzaine d'années. Et j'espère que notre conférence marquera les esprits et montrera une vraie volonté de développer le transport dans notre pays avec vraiment un uppercut porté fortement sur le ferroviaire. Et vous avez parlé de la loi cadre, il y a quand même le budget, il y a quand même le projet de loi de finances qui arrive difficilement à l'Assemblée. Comment on peut inscrire déjà des décisions, des engagements financiers dès ce stade-là ? Si vous voulez, on s'est posé la question du calendrier de la conférence. Philippe Tabarot avait raison de la faire terminer en
en juillet, parce qu'on voulait la terminer le 9 septembre. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu un petit événement le 8 septembre qui fait que notre conférence serait passée à côté de son objectif. Donc, il y a des choses à moyen et long terme, et il y a des choses à inscrire tout de suite, en particulier les différentes demandes que nous avons faites pour réseau, pour la résilience et l'entretien et la modernisation du réseau ferroviaire, le réseau routier national également. On est ici dans le monde du rail, mais on a un réseau routier national qui est en train de vieillir. Donc tout ça nécessitera un certain nombre d'engagements en loi de finances. Il y a besoin cette année, je parle sous contrôle de Mathieu, de 800 millions sur Lyon-Turin, je crois, en 2000, a priori. Donc voilà, c'est rien, comme dit Rachel. Depuis qu'elle a acheté ses rames, elle n'est plus à 1 milliard près. Mais il va falloir les inscrire dans le budget. Donc il faut inscrire des choses dans le budget. Et puis, comme je le disait à l'instant Christophe, et puis tous ceux qui s'exprimaient, est apparu aussi vraiment le rôle des régions. C'est-à-dire qu'il y a une petite bagarre entre le GART et les régions dans l'atelier sur les mobilités urbaines, parce qu'il y a toujours cette histoire du versement mobilité qui est un débat un peu récurrent. Mais on a vu des régions très responsables nous dire on est prêt à prendre complètement certaines lignes. Donc c'est le travail que va faire le préfet Philizot, et puis le travail de David Valence et du comité d'orientation, quitte à en laisser d'autres à l'État, mais on est prêt à prendre nos responsabilités, parce qu'on voit bien que les contrats de plan État-région, ça a plus, c'est des contrats souhaités, signés, rarement accomplis. D'accord. Et plus globalement, si on prend un peu de recul, quel regard vous portez sur la situation ferroviaire voyageurs en France ? Moi, je suis ravi. C'est ce que, là encore, disait Christophe tout à l'heure. Les Français aiment de plus en plus le train. Bon. Il y a 20 ans, le jeune cadre dynamique avec son attaché-caisse en imitation cuir, il prenait Air Inter et c'était déchoir que de prendre le train, hormis les quelques Trans-Europe Express ou assimilés vers Marseille, Lyon ou Bordeaux. Aujourd'hui, le mode qui intéresse les Français, et tous les Européens d'ailleurs, et dans le monde entier. Hier au Québec, j'ai bien vu tous les projets ferroviaires qui existent sur le continent nord-américain. C'est le mode ferroviaire. Il y a plus de monde dans les TGV, à tel point qu'on a parfois du mal à avoir des billets. Il y a maintenant un début de concurrence sur les TGV. Il y a du monde dans les intercités, malgré le fait que les rames oxygène, pour une fois, c'est pas Alstom, ces CAF prennent aussi leur temps pour arriver, et qu'on a quand même des conditions de transport sur Clermont et sur le POLT qui ne sont pas terribles, malgré les efforts de réseau. Et on a de plus en plus de monde dans les TER. Moi, j'utilise quasiment chaque semaine le TER pour aller chez moi en Charente-Maritime, en correspondance du TGV à Niort ou à Angoulême. Et avant, le TER, on pouvait se promener dans la rame, on ne voyait personne. Maintenant, on a du mal à mettre ses bagages, et il y a presque plus de vélos que de passagers. Donc, il y a vraiment un attrait pour le train. Et c'est pour ça que cette conférence, on a traité tous les modes de transport, sauf l'aérien, c'est un mode mondial, sauf le maritime, parce que c'est un monde mondialisé également, un mode mondialisé. Mais on a beaucoup traité du ferroviaire et de tout ce qui est autour, c'est-à-dire les transports publics, etc. Avec juste un point de vigilance, c'est qu'on a quand même une France à deux vitesses. Là, quand on est à l'Assemblée nationale, à Paris, on peut prendre la ligne 12 du métro, le 63, le 94, le 83. N'importe quand. Voilà, on a le choix. Quand on est à Montmorillon, dans la Vienne, il y a une ligne TER, elle vient de rouvrir d'ailleurs, mais dans le département de la Vienne, il doit y avoir 10 gares ouvertes. Donc il y a toute une France de la ruralité dans laquelle la loi n'a pas bien prévu l'organisation d'une mobilité de base. Et ça ne passe pas forcément par le ferroviaire, ça peut être en correspondance, en intermodalité avec le ferroviaire, mais on a une face cachée de notre pays où l'offre de transport public n'est pas suffisante. Et je voudrais juste un petit commentaire sur ce qu'on a dit globalement pendant les 3 tables rondes, c'est que l'ouverture à la concurrence, ça fait encore plus de voyageurs finalement sur les lignes. Vous l'avez dit. Dès qu'il y a de l'offre, ça marche. Alors, il faut que l'offre soit de qualité. C'est ce qu'avait bien compris Jean Castex quand il a essayé de régler, après le Covid, le retour de plus de chauffeurs, le retour des fréquences
sur le réseau bus de la RATP, il faut une offre de qualité aussi. Alors, moi, je voyais hier au Québec, il y a eu une conférence dans la banlieue de Montréal sur les mobilités avec toutes les forces du Québec, sont tous arrivés en bagnole. Parce que d'abord le métro était en grève, il n'y a pas que chez nous, et puis parce que l'offre de transport l'agglomération montréalaise, elle est encore assez faiblarde par rapport à l'importance de cette ville. Donc, il faut une offre de qualité. On veut de la clim. On veut pouvoir suivre sur son téléphone de tout ce que l'on veut suivre. Quand il y a un mouvement de grève, et c'est la démocratie, il faut quand même un service minimum. Voilà, il faut une qualité de l'offre. Et plus il y a d'offres, plus ça marche. Je regardais, j'étais sur le quai de la gare d'Avignon il y a 15 jours, il y avait le soir à 18h22 un TGV Trenitalia et à 27 ou 28 SNCF. J'ai regardé les gens sur le quai, je regardais ceux qui allaient monter dans l'un ou dans l'autre. Bon, c'était les mêmes qui arrivaient du Luberon qui montaient dans les deux. Mais c'était extraordinaire que voir que les deux sont remplis. C'est-à-dire qu'ils arrivaient de Marseille, peut-être fait une escale à Aix, et les deux sont remplis, les deux sont partis à 5 minutes d'intervalle. Donc ça veut dire que quand il y a de l'offre, il y a du monde. Et on voit bien quand la région Grand Est crée 600 mouvements de TER supplémentaires autour de la gare de Strasbourg, la gare de Strasbourg dépasse Lompardieu en trafic. Et quand la région Nouvelle-Aquitaine diamétralise les TER entre Libourne et Arcachon, il y a également une augmentation de la fréquentation. Donc quand il y a de l'offre, ça marche. Donc la concurrence, elle apporte l'offre et permettait à l'ancien élu local que je suis de dire qu'elle apporte également des économies. Parce que comme malheureusement, c'est aussi une des conclusions de notre conférence, les clients, les passagers ne payent pas assez, que ce soit dans le transport public ou dans le transport régional, ça entraîne une diminution du coût pour les régions, parce que il y a des gens qui apportent des solutions nouvelles, et puis la SNCF, quand elle voit qu'elle a un risque de perdre, elle fait aussi des efforts sur les prix, ce qui est légitime, et donc tout le monde y gagne. Alors un petit mot sur le fret. Alors sur le fret, si vous voulez, sur le fret, on a là aussi demandé un effort supplémentaire sur le fret. C'est un mode de transport. Quand la concurrence est arrivée, moi j'étais au gouvernement, je n'étais plus ministre des Transports, j'étais ministre de l'Agriculture, mais j'ai vu arriver les premiers trains de fret. On a quand même eu à l'époque des sabotages. On a eu des sabotages, on a eu des difficultés. La SNCF a dû se battre pour assurer le fait que les choses fonctionnent bien. Et je me rappelle un jour une histoire, j'ai dû la raconter à certains d'entre vous, donc ils m'excuseront si je radote. Un jour, un secrétaire général de la CGT de la SNCF, devenu ensuite secrétaire général de la CGT nationale, m'appelle. Il me dit, c'est un scandale cette concurrence, vraiment c'est un scandale. Il y a un train de fret de la DB Cargo qui a brûlé un carré en gare de Toulouse-Matabiau. Donc je lui dis, écoute, je vais me renseigner. Donc je me renseigne, je rappelle ce garçon, dont le prénom commençait par un B, et je lui dis, écoute, je me suis renseigné, le conducteur, c'est l'ancien responsable CGT du dépôt de Toulouse, qui est en retraite et qui maintenant travaille pour DB Cargo. Il m'a dit, écoute, c'est pas grave, il s'est rien passé, t'inquiète pas, c'était juste pour t'informer. Donc voilà, donc, je veux dire, la réalité, je pense que malheureusement, on est faible en fret en Europe. Même les Allemands, les Suisses, tout le monde baisse. Mais si on n'avait pas fait cette ouverture, y compris d'ailleurs aux sociétés du groupe SNCF qui sont très présentes en dehors d'Exafret, on aurait certainement, malheureusement, encore des chiffres moins bons en matière de fret ferroviaire. Donc il y a un effort énorme à faire. C'est compliqué, Mathieu le sait bien. Les travaux se font la nuit. Il y a tellement de trains maintenant, de voyageurs dans la journée, qu'il faut faire passer le fret la nuit. Donc les blancs travaux plus les trains de fret, c'est compliqué à gérer et c'est toute une mécanique à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour votre Merci regard. à vous. Bonne très journée. Intéressant et très important.